Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est pour écouter la conférence de Madame Nathalie Guivarch. Nathalie Guivarch, enseignante chercheuse à l'Université de Tours depuis 1996, où elle a enseigné la physiologie. Après un doctorat en biologie obtenu en 1995 à l'Université d'Orsay, elle intègre l'Université de Tours en 1987 en tant que maître des conférences et devient professeure des universités en 2010. Depuis 2012, Nathalie Guivarch dirige une équipe de chercheurs au département de biologie et de physiologie végétale. Avec cette équipe, elle s'intéresse aux biomolécules et aux biotechnologies végétales. Plus précisément, l'objectif de ces recherches est d'identifier les molécules dans les végétaux susceptibles de présenter un intérêt pour des applications pharmaceutiques, cosmétiques ou agronomiques, mais aussi de proposer des procédés biotechnologiques pour produire à l'échelle industrielle ces molécules. Madame Guivarch va maintenant vous présenter, pendant 3 quarts d'heure, comment les plantes sont à l'origine de nouveaux médicaments susceptibles de traiter des maladies, comme le cancer. Vous pourrez, à l'issue de la conférence, lui poser 1 ou 2 questions. Bonne conférence à vous. Peut-être le tenir assez. Oui, il est bon. Là, ça marche. Ah oui, c'est ici. Sinon, je peux essayer de parler sans le micro, mais j'ai des extinctions de voix récurrentes, trop court, peut-être, une conférence ici. Bon, je vais essayer. Si toutefois ça ne marche pas, je reprendrai le micro. Donc, merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Merci aussi pour cette invitation à vous faire partager un peu ma passion, qui est celle qu'on mène au sein de mon laboratoire. Comme il vous l'a été indiqué, en fait, moi j'appartiens à l'Université de Tours, ça fait, je ne vais pas dire trop les années, mais ça fait plusieurs années quand même. Voilà, donc je fais un petit bout de chemin avec cette équipe, je la dirige depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et on est essentiellement intéressé, non pas à découvrir des nouvelles molécules, donc ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui, et surtout à comprendre comment celles qui sont capitales, actuellement encore dans les traitements de différentes maladies, eh bien, sont produites par les plantes et comment on peut éventuellement les produire différemment de par les plantes, puisque, vous allez voir, on peut être confronté à un certain nombre de questions avec ce sourcing naturel qui est celui des végétaux. Donc, on développe au sein de mon laboratoire des principes dits biotechnologie, d'accord, qui vont devoir permettre, en tout cas c'est déjà dans les tuyaux, de produire certaines molécules qui sont en général en rupture de stock de façon récurrente toutes les années, notamment des anticancéreux, mais pas que. Donc voilà, je tiens aussi à excuser le collègue avec qui je vais faire ça à devoir, qui est aussi un maître de conférence de mon laboratoire. Et bon, ne vous inquiétez pas, je me sens assez à l'aise. Vous m'entendez quand même? Les plantes, vous les connaissez toutes, elles sont dans notre environnement, de la plus petite à la plus grande. Elles ont une particularité, c'est que en plus de faire tous les métabolites qui sont nécessaires à la vie, que ce soit des protéines, des lipides, des sucres par exemple, elles ont une capacité propre qui est de produire des molécules dites spécialisées. Et quand on dit spécialisé, c'est quelque chose de précis, puisque chaque espèce végétale va produire certaines molécules spécialisées dont elle est seule à pouvoir maîtriser la biosynthèse. Ce qui veut dire que si on va trouver un sucre à peu près comme du glucose dans toutes les plantes, eh bien quand on va regarder certaines molécules qui appartiennent en gros à 3 familles moléculaires, que vous connaissez peut-être par le nom, les terpènes, les composés phénoliques, ou encore ceux qui sont beaucoup utilisés en médecine, les alcaloïdes, eh bien en fait chaque molécule est produite que par un nombre très restreint de plantes, voire des fois que par une seule plante. Et ça posera beaucoup de questions si toutefois cette molécule devient intéressante pour être utilisée par exemple pour un principe actif de médicaments. Alors les 3 familles, terpènes, composés phénoliques, alcaloïdes, c'est des familles où vous avez plusieurs centaines de milliers de molécules probablement. Toutes ne sont pas encore découvertes parce que le réservoir
de ces métabolites spécialisés au niveau des végétaux est juste considérable. On n'a même pas encore exploré la connaissance de la diversité du vivant végétal. Et puis, vivant végétal, c'est plantes terrestres, c'est plantes marines, c'est algues, et puis ça peut aller sur aussi un autre règne, qui est celui des champignons, qui a exactement les mêmes propriétés. Donc là, on a devant nous un boulevard avec plein de molécules qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore exploitées, et surtout explorées. Et moi, je vais focaliser mon discours aujourd'hui sur quelques-unes que vous connaissez, qui sont déjà très utilisées, et avec cet objectif de savoir comment on peut en produire en quantité suffisante. Mais pour pouvoir arriver à connaître tout ça, il faut déjà comprendre pourquoi la plante elle est produite et comment elle est produite. Alors, parce que nous, on est bien contents, on s'en sert pour se soigner, pour se faire beau, etc. Et tout, mais la plante, elle s'en sert pour quoi? Bien, ces molécules, elles ont en fait un rôle important dans toutes les étapes de la vie de la plante. Ça va commencer par sa croissance, par exemple, toutes les phytohormones qui vont permettre la croissance des plantes sont des métabolites spécialisés. Plutôt ubiquitaires parce qu'ils sont présents chez toutes les plantes, mais ça correspond déjà à des précurseurs de métabolites spécialisés. Après, ça peut intervenir dans différents processus, notamment chez les plantes à fleurs, au moment de la reproduction, pour attirer, par exemple, les insectes pollinisateurs. On va trouver soit des molécules volatiles, c'est ce qui va contribuer, par exemple, au parfum des plantes, mais on peut aussi trouver des molécules solubles que l'on va trouver dans les nectars qui vont aussi avoir le même pouvoir attractif, d'accord, des pollinisateurs. On va pouvoir aussi trouver l'importance de certaines de ces molécules au moment de la dissémination, c'est-à-dire bon, les plantes, une fois qu'elles se sont reproduites, elles sont comme nous, elles ont besoin de conquérir des territoires pour trouver de la nourriture. Et les plantes à graines, la façon qu'elles ont de conquérir les territoires, c'est d'essaimer les graines sur un périmètre plus large. Et le fruit, hein, qui est ce qui est produit après la fécondation, contient des graines. Et il a uniquement pour rôle de pouvoir permettre cette dissémination. Or, le fruit, ça a des couleurs, ça a des odeurs, pour attirer les mangeurs de fruits, je dirais, hein, pour qu'ils puissent aller disséminer toutes ces molécules, toutes les graines. Et puis, un domaine dans lequel peut-être vous avez moins de connaissances, mais les plantes, elles sont loin d'être isolées les unes des autres. Elles communiquent en permanence. Elles communiquent par des voix, par des systèmes qui sont évidemment complètement différents de nous. Elles n'ont pas de système vocal, d'accord, mais elles le font par le biais de molécules chimiques. Elles discutent entre elles par le biais de molécules chimiques, en particulier au niveau de la racine, mais pas que. Elles le font aussi par l'intermédiaire de composés volatiles qu'elles produisent au niveau de leurs feuilles. Et donc, en gros, toutes ces molécules sont produites à des moments précis de la vie de la plante pour lui permettre les interactions avec son environnement. Et puis, il y a tout un secteur, c'est souvent celui-là qui va nous intéresser, pour lesquels les plantes produisent aussi des métabolites spécialisés, c'est les mécanismes de défense qu'elles peuvent mettre en place pour se défendre contre tous les prédateurs. Vous avez tous remarqué, les plantes, elles sont ancrées dans le sol, elles n'ont pas la capacité de se déplacer comme nous, hein. Donc si elles se font attaquer, elles ne veulent pas esquiver, elles sont obligées de lutter. Et pour lutter, eh bien, c'est aussi ce qui explique toute cette diversité biochimique qu'on trouve chez les végétaux. Depuis la nuit des temps où elles ont commencé leur évolution, leur apparition et leur évolution, elles ont différencié dans leur organisme des voies métaboliques qui permettent de produire des molécules spécifiquement adaptées à leur mécanisme de défense. Que ce soit contre les invisibles, c'est-à-dire les micro-organismes, bactéries, champignons, virus, elles sont sensibles comme nous à tout un tas de pathogènes de micro-organismes, mais que ce soit aussi contre les visibles. En gros, c'est des prédateurs herbivores qui viennent les grignoter et pour lesquels, évidemment, il faut qu'elles mettent en place des mécanismes de défense. Vous avez tous en tête peut-être des histoires qu'on vous a racontées où vous avez un herbivore qui vient, qui grignote et puis il ne trouve pas ça du tout bon, voire même un peu toxique. Et bien pourquoi? Parce que la plante, elle reconnaît le fait d'être en train de manger, elle va produire des molécules spécifiquement pour dégoûter entre guillemets le prédateur et de ce fait, après, ils communiquent aussi entre eux et la plante elle est tranquille, elle est moins mangée. Pas manger c'est autre chose, mais moins manger c'est sûr. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des mécanismes biochimiques que la plante peut mettre en place pour se défendre et pour continuer à vivre et survivre, d'accord, dans son environnement.
Après, il y a d'autres stress, type par exemple les UV, qui peuvent intervenir aussi. Alors, ces métabolites spécialisés, ils ne sont pas du tout présents tout le temps dans la plante. Ça, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Ce ne sont pas des molécules qui sont dites constitutives. Elles sont en fait produites sous l'effet d'une induction, d'une modification de l'environnement, que ce soit une attaque de prédateurs, un changement de température, etc., etc. Et, autre point, c'est que pour être efficaces, elles n'ont pas besoin d'être synthétisées en très grande quantité. Donc en général, les teneurs de ces molécules à l'intérieur des plantes sont toujours de très faibles quantités. Elles sont spécifiques, ultra efficaces, mais donc pas nécessairement produites en très grande quantité. Ce qui va poser des problèmes, parce que quand vous trouvez une molécule qui vous intéresse dans une plante pour en faire un médicament, il va y avoir le problème de la quantité qui se pose automatiquement. Alors, si les quantités sont très faibles, néanmoins, aujourd'hui, on a acquis un grand nombre de connaissances sur ces molécules. Non seulement on les a caractérisées, c'est ce qu'on appelle faire du criblage moléculaire, mais on a aussi, au niveau des plantes, compris les mécanismes qui peuvent stimuler leur biosynthèse. En effet, il faut déjà que la plante ait tout un arsenal de molécules, je ne rentrerai pas dans le détail, pour reconnaître les différents signaux, que ce soit l'interaction avec un agent pathogène ou le changement de climat. Et ces signaux, une fois qu'ils sont interprétés par la plante, ils vont entraîner toute une chaîne de réactions qui va conduire à la production de ces molécules, et en général dans des organes particuliers, voire même dans des cellules particulières. Donc c'est quand même un mécanisme que les plantes mettent en place qui est très spécialisé et surtout très très localisé. Tout ça c'est pour vous montrer un petit peu après on va pouvoir aller explorer tout ça après. Donc tout ça c'est vraiment propre à la plante et chaque plante fait ce genre d'opération. Elle va donc permettre de produire tout cet arsenal de molécules. Alors nous, ce qu'on fait, ça c'est la plante, c'est la nature, c'est la façon dont elle va réagir. Là, c'est nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on a depuis très longtemps compris que certaines de ces molécules pouvaient être intéressantes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment elles sont biosynthétisées dans la plante. En gros, c'est un ensemble de réactions biochimiques, d'accord, qui part d'un précurseur, souvent un sucre ou un acide aminé, et qui, par le biais d'un certain nombre de transformations, va permettre la formation du produit final qui nous intéresse. Et les transformations successives, elles ne sont pas spontanées dans une cellule, elles sont dites catalysées, c'est-à-dire provoquées par des activités d'enzymes bien spécifiques. Et c'est ça qui constitue ce qu'on appelle la voie de biosynthèse. Donc un gros travail, et notre laboratoire participe beaucoup à ça sur certaines voies de biosynthèse de certaines molécules que je vous présenterai, eh bien, c'est de caractériser ces voies de biosynthèse, non seulement sur le précurseur et les intermédiaires métabolites, mais aussi sur toutes les enzymes qui sont capables de catalyser les changements conformationnels de la structure des différentes molécules. Sachant que les enzymes, ça je vais m'adresser peut-être à vous, ce sont des protéines qui sont donc issues de l'interprétation de certains gènes. Vous connaissez la chaîne, le gène donne des ARN messagers qui permettent d'être traduits en protéines, voire en enzymes. Donc une enzyme, un gène. Ça on garde en mémoire pour la suite. Alors, ce que je voulais dire là, c'est que nous on s'intéresse à la caractérisation de ces voies métaboliques, mais depuis très longtemps, depuis que l'homme a commencé à domestiquer les végétaux, eh bien on s'intéresse à l'utilisation de ces molécules, soit dans la plante, là on mange, soit éventuellement de façon plus particulière, on extrait, on purifie ces molécules. Alors d'un point de vue alimentaire, je ne vais pas donner énormément d'informations, c'est juste parce que il y a des conférences qui sont dédiées à ça. Tous les aliments, toutes les plantes, les végétaux que l'on mange, produisent des molécules d'intérêt. Ces molécules d'intérêt, la plupart, elles ont été caractérisées. Elles ont été caractérisées par rapport à des activités que vous connaissez, parce que c'est dans le langage finalement aujourd'hui commun. C'est des antioxydants, des antiradicalaires, ça peut être des vitamines, ça peut être des aromes, ça peut être tout un tas d'autres molécules. Et ici, j'ai un morceau choisi des deux grandes familles qui sont les plus utilisées pour on fait même des compléments alimentaires maintenant à partir de ça, d'accord? Ce sont la famille des polyphénols. Vous reconnaissez ici tous les fruits rouges qui sont
sont extrêmement riches en différentes molécules avec des activités notamment antioxydantes, et en particulier, là, si vous voyez le raisin, avec tout ce qu'on appelle les stilbènes, le resveratrol étant la molécule phare qu'on parle très souvent. Et puis vous avez aussi, dans toutes les plantes qui sont à la fois dites les plantes aromatiques, les plantes, puis des plantes plus courantes, hein, comme les fruits, etc., voire d'autres qui ne sont pas comestibles, dont on peut utiliser des fois les supports dans la cuisine, tous produisent des petites molécules. Vous voyez ici, hein, les châssis moléculaires sont de toutes petites molécules, c'est pas très complexe, mais en tout cas, c'est ce qui va participer à donner du goût, et puis de la, comment on appelle ça, aussi du bénéfice, un effet bénéfique sur la santé, des légumes et des fruits que l'on consomme. Ça, c'est l'alimentation. Un autre domaine dans lequel ces extraits de plantes ou ces plantes jouent un rôle aujourd'hui important, mais ça pas qu'aujourd'hui, depuis la nuit des temps où l'homme a décidé que les plantes pouvaient aussi être un moyen de se soigner ou de faire du bien-être, c'est ce qu'on appelle le domaine de la cosmétique. Et là, dans la cosmétique, il faut voir que les extraits de plantes sont encore extrêmement utilisés, que ce soit pour faire des produits cosmétiques, c'est-à-dire ce qu'on va inclure dans les crèmes, shampoings et autres, ou que ce soit pour la constitution des parfums. Les parfums, ce sont essentiellement des molécules volatiles issues d'un certain nombre de plantes. Donc ici, par exemple, je n'ai pas envie de faire la publicité spécifiquement pour certaines marques de cosmétiques, mais vous en connaissez plein, d'accord? Il y a quelques plantes qui sont phares, souvent assez phares d'une marque en particulier, mais qui sont extrêmement riches en molécules qui ont des vraies activités antioxydantes, anti-âge, pour aider au blanchissement de la peau, etc., etc. Donc, on va retrouver, par exemple, la pivoine, hein, qui est une des plantes dans lesquelles il y a énormément de composés d'intérêt, notamment la païnoflorine, qui va servir de base pour beaucoup de cosmétiques, pas uniquement chez ce producteur-là, mais chez à peu près toutes les grandes maisons cosmétiques. On retrouve la vigne. La vigne, ça sert partout. C'est une plante où il y a énormément de molécules d'intérêt. Voilà, donc qui est la plante phare d'une chaîne de cosmétiques qu'on connaît tous bien, hein, voilà, avec le resveratrol toujours, le fameux resveratrol, c'est la molécule miracle, ça, le resveratrol. Et puis vous avez d'autres, comme par exemple les roses. Les roses, alors là, il n'y a pas qu'une espèce de rose, il y en a vraiment des grandes quantités, et chacune peut avoir des composés aromatiques différents qui va pouvoir avoir des applications essentiellement en parfumerie, mais aussi en cosmétique. Alors, il n'y a pas que la fleur, là j'ai mis la fleur ou le fruit pour symboliser, mais c'est tous les organes de la plante qui peuvent être explorés. Ça peut être effectivement la feuille, ça peut être la fleur, mais ça peut être aussi les tiges, ça peut être les racines. En fait, chaque organe de la plante peut produire différentes molécules, pas forcément toujours les mêmes. Donc, en gros, il y a énormément aujourd'hui de travaux qui sont faits dans ce cadre-là de la cosmétique. Et puis, le dernier domaine dans lequel, et c'est celui sur lequel ensuite c'est complètement mon propos, c'est en médecine. Alors ça, c'est pareil, la pharmacopée, d'accord, c'est l'ensemble des molécules qui ont été plus ou moins caractérisées, d'accord. Je dis plus ou moins parce que, oui, dans le temps moderne, on caractérise directement les molécules avec le principe actif et leur activité, mais dans ce qu'on appellera les approches ethnobotaniques, on va développer une connaissance sur la façon dont nos anciens, nos ancêtres, développaient des formulations, des décoctions, des infusions, des macérations, enfin il y a plein de techniques différentes pour extraire des jus, des molécules dont ils se servaient pour composer certains médicaments. On se base d'ailleurs sur ce qu'on peut connaître de leur activité, parce qu'il faut retrouver des écrits, c'est souvent par transmission orale et pas forcément avec des supports écrits, et bien pour essayer de comprendre quelles sont les plantes qui étaient utilisées, et aujourd'hui avec les connaissances qu'on a dans ces plantes, quelles sont les molécules qui pouvaient être à l'origine de l'activité curative, pour lesquelles ces plantes étaient utilisées. C'est très intéressant parce que ça a permis de découvrir un certain nombre de molécules, dont deux dont je vais vous parler tout de suite après. Mais aujourd'hui, on continue à explorer tout cet arsenal moléculaire, et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de nos médicaments, eh bien, plus de 65% de nos médicaments contiennent des principes actifs qui sont des molécules, soit extraites directement des plantes, parce que on ne peut pas faire autrement, soit qu'ils sont synthétisés
de façon chimique, d'accord, mais inspiré totalement, d'un point de vue du châssis moléculaire, de molécules issues des plantes. Donc ça reste encore aujourd'hui une source très très importante d'inspiration, c'est mon titre tout à l'heure, d'accord, les plantes, pour pouvoir produire, pour pouvoir imaginer des molécules qui vont servir à faire les nouveaux médicaments. Si je regarde celles, par exemple, qui sont utilisées en particulier pour les traitements contre le cancer, puisque c'est quand même un des gros objectifs de notre société, c'est de développer les moyens de guérir, d'accord, on l'espère en tout cas tous, le maximum de cancers dans le minimum de temps maintenant qui va arriver, eh bien, il y a énormément de molécules végétales qui sont explorées dans ce système-là. Alors, juste pour qu'on soit d'accord, hein, ça c'est pas moi qui ai inventé, c'est une définition qui existe dans la loi. Hein. Un médicament à base de plantes, c'est un médicament dont la substance active, ce qu'on appelle encore le principe actif, d'accord, peut être composé exclusivement soit d'une seule molécule, qui à elle seule va contenir l'activité pour laquelle le médicament est produit, ou alors un ensemble de molécules d'origine végétale dont la combinaison va permettre de donner l'activité curative pour laquelle le médicament est produit. Alors, les modes de production de ces substances. C'est là où je vais rentrer dans le cœur de l'exposé, parce que ces substances, que je vais appeler plutôt des molécules ou des métabolites spécialisés, voilà, c'est mon jargon à moi, mais c'est le nom de ces molécules, elles peuvent être produites selon aujourd'hui 3 grandes voies. Soit à partir des plantes elles-mêmes, on va faire des extractions et on va faire des purifications pour pouvoir après les intégrer dans des formulations médicamenteuses. Soit, et c'est la très grosse partie aujourd'hui, elles sont produites par synthèse chimique, je donnerai quelques exemples, mais on voit arriver aujourd'hui une limite dans l'utilisation de ces approches techniques de synthèse chimique, parce qu'il se trouve que le criblage des molécules montre que celles qui ont les meilleures activités de telle ou telle maladie sont souvent des molécules extrêmement complexes en termes d'architecture. Et que même si nos chimistes sont extrêmement doués et sont capables de faire plein de choses, il y a des molécules qui ne sont pas synthétisables, en tout cas d'un point de vue chimique, ou si elles le sont à un tel coût énergétique, évidemment financier et autres, que ce n'est pas du tout possible de transférer ces méthodologies de production à une échelle industrielle. Donc il faut trouver ce qu'on appelle des voies alternatives. C'est ce que j'aurai le plaisir de vous présenter, puisque c'est ce qu'on développe au niveau de mon laboratoire. Alors, la synthèse chimique, j'en parlerai très rapidement. En gros, ça se découpe en plusieurs étapes. La première, c'est... Je ne suis pas chimiste, alors je vais faire ça très simple, d'accord. La première, c'est de définir l'ensemble des espèces chimiques qu'il est nécessaire d'avoir comme source de départ, d'accord, et ensuite de combiner par des réactions dans des tubes à essai, d'accord, dans des réactions chimiques. Là, je pense que vous connaissez tout le vocabulaire qui va avec, des oxydations, enfin bon, il y a plein de types de réactions chimiques qui vont permettre de transformer ce qu'on appellera donc les réactifs, ça c'est la base, en produits, c'est-à-dire en molécules, qui vont pouvoir être soit des intermédiaires de la voie de synthèse chimique, soit le produit final. L'ensemble de tous ces réactifs sont ensuite purifiés, ça c'est obligatoire si ça doit devenir un médicament, et ensuite, une fois qu'ils sont purifiés, isolés, ils deviennent des principes actifs qu'on va ensuite formuler, soit en cachet, soit en pâle, soit en d'accord, selon l'usage qui va en être fait. Alors je vais prendre un exemple vraiment le plus bateau qui existe, parce que vous connaissez, vous avez peut-être même fait des TP de synthèse de cette molécule-là, on fait ça éventuellement des fois au collège ou au lycée, c'est l'aspirine. Qui ne connaît pas l'aspirine? C'est un peu notre basique. Hein, on ne dit pas quand on n'a pas d'aspirine à la maison, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut servir essentiellement, ça peut servir à baisser la fièvre, ou ça peut servir à calmer les douleurs, etc. Ça a un pouvoir assez pléiotropique, d'accord. L'aspirine, c'est une petite molécule qui est produite par différentes plantes, mais en particulier par une plante qui est le saule blanc, d'accord, au niveau de ses feuilles. Donc c'est comme ça qu'elle a été découverte, et c'est comme ça qu'au départ, elle a commencé à être produite par extraction à partir de la biomasse végétale, notamment des feuilles, d'accord, pour produire de l'aspirine. Sauf que la demande est juste considérable et qu'aujourd'hui, on ne peut pas
considérer que la ressource naturelle d'un arbre, d'accord, puisse suffire à alimenter toute la demande, d'accord, de l'aspirine qui est faite. Donc, nos chimistes, vu la simplicité en fait de cette molécule, ont mis en place une voie dite de chimie de synthèse qui permet, à partir de précurseurs assez faciles à obtenir, eh bien, de synthétiser en 2, 3, 4 étapes au maximum ici, de l'aspirine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le produit final, ce qui est le déchet de la synthèse organique peut être réinjecté dans le système de réaction chimique. Et donc au final, ben, c'est comme ça qu'est produit la quasi-totalité d'aspirine que vous avez dans le vent caché lorsque vous avez de la fièvre. Donc là, la synthèse chimique, elle marche souvent relativement bien pour des petites molécules. La problématique, elle va être différente lorsqu'on a des molécules beaucoup plus complexes. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut pas. C'est ce que je vous ai expliqué. Soit ça va demander un grand nombre d'étapes de synthèse chimique, l'utilisation de beaucoup de solvants, notamment des solvants qui sont très polluants, un coût d'énergie très important, ce qui fait que ce n'est pas du tout possible de le transférer à l'échelle industrielle. Donc on passe encore par une production via les plantes. Via les plantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir les cultiver. Je vais le faire à travers au moins 2 grands exemples, je vais au moins citer celui-là. Voici ici 3 molécules qui sont aujourd'hui produites uniquement par les plantes, qui ne sont pas du tout produites par des approches de synthèse chimique. Il s'agit par exemple de la morphine. La morphine, c'est une molécule qui est produite par le pavot. Le pavot, vous le connaissez tous, d'accord, de son petit nom latin Papaver somniferaum. Vous connaissez peut-être aussi la molécule de taxol. C'est une molécule qui a un pouvoir anticancéreux relativement important et qui est utilisée en première intention dans des traitements de chimiothérapie d'un très grand nombre de cancers différents. Elle est produite, elle a été découverte et elle est produite quasi exclusivement par cette plante qui est une c'est l'if spécifique, c'est un grand conifère. Voilà. Et puis il y a une autre molécule sur laquelle nous on travaille, je vais la présenter, je vais m'en servir de cet exemple après pour différentes choses. C'est par exemple la vincristine, il y a aussi son isomère qui est la vinbastine, ce sont des alcaloïdes qui sont produits par la pervenche de Madagascar, de son continent Calaranthus rhodus, et qui ont des pouvoirs anticancéreux extrêmement importants. Et aujourd'hui, ils sont utilisés dans aussi un grand nombre de traitements de première intention. C'est la chimiothérapie directe contre certains cancers. Ce sont des molécules dont le marché existe et il y a une demande croissante d'année en année, enfin, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut le fournir. Alors, ces plantes-là, elles sont cultivées. Elles sont cultivées, donc il faut des hectares, il faut des champs. Il faut, selon la nature de la plante, alors le pavot, d'accord, par exemple, c'est pas trop grave, ça pousse à peu près sous toutes les latitudes. Il y a des champs, d'accord, de production de pavot, par exemple, en France. Et si vous prenez la pervenche de Madagascar, la fameuse Calaranthus roseus, c'est une plante tropicale, elle ne pousse pas du tout ici. D'accord, il lui faut des conditions particulières, ce qui veut dire qu'il y a des champs qui existent, mais ils sont en Inde, essentiellement, en tout cas dans toute une zone très particulière de l'Inde. Donc ça veut dire qu'il faut gérer l'acquisition de surface, qui sont des surfaces qui doivent être sécurisées pour produire la quantité nécessaire de la biomasse. Alors, il y a un autre exemple dont je vous parlerai peut-être un tout petit peu, c'est le cas de l'artémisinine, d'accord, qui est un qui lutte contre la malaria ou le paludisme, et c'est le seul aujourd'hui qui est vraiment efficace et qui est produit à partir de cette plante-là. Donc là, c'est la même chose, l'artémisia. Elle ne pousse pas forcément partout, il faut développer des champs qui permettent de pouvoir avoir de la biomasse végétale. Alors, quels sont les risques? Vous allez me dire, pas forcément, mais si, il y en a plein. Parce que les risques, ils sont le problème de l'accès à la ressource. Quand vous avez des champs sur votre territoire, ça va, on peut contrôler tout un tas de choses. Et vous avez vu, ça ne suffit pas. La plupart du temps, les champs, toutes les grandes entreprises qui produisent ces principes actifs, elles ont des champs de par le monde. Donc ce qu'elles ne maîtrisent pas, c'est l'accessibilité à un moment donné sur certaines de ces ressources. On a vu l'exemple, avec certaines ressources, pas forcément médicamenteuses, mais alimentaires, où à un moment donné, on n'a plus accès aux champs. Donc on n'a plus rien. Ce sont des accès qui peuvent être soit
pour des problèmes climatiques, hein, l'invasion de sauterelles, terminé, hein, ça met par terre tout un champ. Ça peut être des conflits géopolitiques, je ne vais pas m'étendre sur la question, voilà, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres raisons. Changement de gouvernement à un moment donné dans les pays, etc. Donc il y a ce problème qui existe vraiment, qui fait qu'on ne peut pas assurer systématiquement toutes les productions chaque année. Deuxième chose, c'est que vous avez des plantes qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas cultivables. Parce qu'on ne maîtrise pas complètement leur culture. Là, on présente une par exemple, c'est Podophyllum. C'est une plante qui pousse dans les contreforts de l'Himalaya. Et on ne maîtrise pas aujourd'hui la culture. Pour autant, elle produit un anticancéreux qui s'appelle l'étoposide, qui est extrêmement efficace et qui, à peu près, est en rupture de stock chaque année au bout de 6 mois. Donc aujourd'hui, il faut développer des approches pour empêcher la récolte sauvage de ces plantes, surtout que là, c'est les rhizomes, c'est-à-dire les racines souterraines qui produisent. Donc quand vous en avez besoin, vous arrachez tout. Donc ça peut avoir des effets de destruction ou délétères, en tout cas sur les cultures. Et puis, les plantes, elles ne servent pas qu'à nous soigner, elles servent surtout à nous nourrir. Donc il y a un problème de compétition de l'utilisation des surfaces arables. Donc tout ça, ça doit être pris en compte pour trouver un équilibre entre l'utilisation des surfaces pour faire de l'alimentaire ou pour faire, on va dire, de la santé et du bien-être. Donc ça va être un point important, surtout dans certains pays tropicaux, ou en tout cas non Asie. Là, maintenant, ils ont d'autres priorités que de développer des champs pour les grandes multinationales pharmaceutiques qui produisent les principales sources. Ça, c'est clair. Et puis, il y a un autre problème qui est surtout lié à la biologie même de la plante. La plante, elle est saisonnière. Il y a des saisons, elle n'est pas la même en hiver, en été ou au printemps. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des fleurs, il n'y en avait pas il y a 3 semaines et il n'y en aura plus dans 3 semaines non plus. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'évolution de la plante va entraîner des problèmes d'approvisionnement tout au long de l'année et à la demande. Ça va être que forcément par saison selon les moments. Donc tout ça, ça nous a amené depuis un grand nombre d'années, je dis nous, il y a la communauté scientifique qui réfléchissent là-dessus, à essayer de développer des modalités un peu différentes de production de ces molécules. Et en particulier, je vais vous parler en fait de certaines voies qui sont aujourd'hui dites des voies biotechnologiques, qui vont utiliser soit on va avoir des systèmes de cellules végétales, soit éventuellement s'affranchir complètement du végétal. Et là, on va rentrer dans la bio-ingénierie, dans la métabolique ingénierie, d'accord, où on va aller travailler avec des micro-organismes dans lesquels on va provoquer la production d'une molécule végétale par exemple. Alors, je vais prendre plusieurs exemples qui existent, qui n'émanent pas forcément du laboratoire et qui montrent un peu la preuve du concept. Donc, ces cellules qui vont être productrices de métabolites spécialisées d'intérêt, c'est ce qu'on appelle des cellules usines. D'accord ? Le principe d'une cellule usine, c'est en gros simple, hein, c'est une cellule, c'est une entité biologique unique, d'accord, qui a son métabolisme propre et que l'on va essayer d'aller modifier, d'accord, pour pouvoir lui permettre de produire ce qui nous intéresse. Donc, le principe, c'est de maîtriser, on va dire, le système cellulaire, donc soit le connaître, soit le maîtriser d'un point de vue fonctionnel, et puis ensuite de l'alimenter avec des précurseurs, des molécules faciles à obtenir en grande quantité, et on le laisse bosser à notre place pour qu'il produise la molécule qui nous intéresse. L'idéal, c'est qu'en plus, quand il excrète, on va récupérer la molécule directement dans le milieu. Je vais vous présenter 2 cas de types de cellules que l'on peut développer et qui ont montré vraiment des succès. Soit on va travailler avec des cellules uniques qui sont des cellules végétales. Alors je vous montrerai après, hein. C'est pas naturel dans la nature, on les fabrique. C'est-à-dire on va créer des lignées de cellules végétales à l'intérieur desquelles on va espérer qu'elles se mettent à produire ce qu'elles font dans le tissu et dans la plante. D'accord ? Ça, c'est une première voie. Et une deuxième voie qui est plus récente, elle est développée depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, c'est le transfert des voies de biosynthèse. Donc c'est là où il faut connaître l'ensemble des étapes enzymatiques, l'ensemble des gènes qui codent pour les enzymes qui catalysent chaque étape, d'accord ? Eh bien on transfère ces voies de biosynthèse, c'est du génie génétique, c'est-à-dire on fait des organismes génétiquement modifiés, de levures ou de bactéries, ou un micro-organisme d'une façon générale,
Et ce micro-organisme va donc devenir capable, si on lui donne la ressource nécessaire, les précurseurs nécessaires, de produire un molécule végétal qui nous intéresse. Donc là, on rentre dans un système qui s'affranchit complètement du végétal. La seule chose que l'on va conserver, c'est juste les gènes qui codent pour les protéines qui nous intéressent. Alors, des exemples sur les cellules végétales, à savoir, vous avez ici, pour produire des cellules cellulaires, c'est ce qu'on appellera la mise en place de cultures in vitro. On va prendre des graines, on les fait germer, on a des plantes qui vont pousser dans un milieu complètement stérile, on appelle ça des vitroplants. À partir de là, on va récupérer soit des feuilles, soit des tiges de ces vitroplants, et on va les mettre sur des milieux qu'on maîtrise totalement en termes de composition, qui vont entraîner la formation de croissance cellulaire non organisée qu'on appelle des cales. En gros, c'est des tumeurs végétales. Et l'avantage de ça, c'est que ces tumeurs végétales ou ces cales, on peut les isoler. On peut trouver des conditions qui font que ça pousse de façon indéfinie, sans jamais différencier une nouvelle plante. Ce n'est pas l'objectif. Ce sont ce qu'on appellera les cultures cellulaires, des lignées cellulaires, qui peuvent être soit conservées sur un milieu solide, et on a ces cales solides, soit on va les transférer dans un milieu liquide, et on a ce qu'on appelle une suspension cellulaire. L'intérêt, c'est que ces cellules, elles peuvent garder les caractéristiques des cellules qui étaient dans le contexte tissulaire. Et l'idée, c'est de se dire, là, si ces cellules elles produisent de la biomasse, alors on le fait au niveau d'une flasque, mais ensuite on va le faire au niveau des bioréacteurs de plusieurs milliers de litres, d'accord ? On peut imaginer que si ces cellules sont capables de produire naturellement la molécule qu'elles font dans la plante, bingo, on a un moyen de produire des molécules en s'affranchissant de la plante. Donc c'est ce qui se passe en général, donc on obtient ces cales, on fait de l'analyse biochimique là-dessus pour essayer de voir ce que ça produit, et si ça en produit, on caractérise bien l'activité des molécules pour prouver qu'elles ont bien la même activité que la protéine, que la molécule qu'on va extraire de la plante. Et alors après, c'est ce qu'on appelle le scaling. Alors je vais vous donner juste un exemple que vous connaissez, vous en avez déjà parlé, le fameux taxol. Le taxol, comme je vous l'ai dit, il était produit à partir de cette plante, l'if du Pacifique, et en particulier dans l'écorce de l'arbre. Autant dire qu'il faut à peu près 1 kg d'écorce pour faire 10 grammes de médicaments, sachant qu'une dose par traitement, c'est 2 grammes. Donc voilà, je vous laisse imaginer les tonnes d'écorce qu'il faut pour produire cette molécule. C'est comme ça que c'était au départ. Et en plus, le problème, c'est que l'arbre, un produit de plus, il est en fait assez endémique de cette partie-là du monde. On ne le retrouve pas forcément partout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que très très vite, l'exploitation de l'écorce de ces arbres a entraîné une mise en danger extrêmement sévère de la population de ces arbres-là. Donc il a fallu trouver une solution. Et c'était au moment où on mettait en place toutes ces approches de culture cellulaire végétale, et c'est comme ça que finalement, les chercheurs, c'est d'autres équipes, notamment l'équipe française, qui a mis au point un système de culture de cellules végétales d'écorce d'arbres d'if, d'accord, et à partir de là, a permis de mettre en place des cultures cellulaires qui produisent du taxol. Alors aujourd'hui, il existe une société, c'est une des plus grosses sociétés qui produit du taxol via des cultures cellulaires végétales dans des systèmes de bioréacteurs de grande ampleur. Et puis, ce taxol-là, il est distribué par Bristol Myers. Voilà. Donc ça, c'est la chaîne aujourd'hui. Et alors, ce n'est pas la seule, il y a aussi d'autres procédés maintenant d'autres types de cultures cellulaires, mais ça fournit à peu près la moitié des besoins mondiaux de taxol à l'heure actuelle par la culture de ces cellules végétales. Si je prends l'exemple de l'artémisinine, c'est la même chose. L'artémisinine, c'est produit par l'armoise annuelle, qui est une petite plante, pas un arbre, c'est une petite plante arbustive. Et de la même manière, c'est une molécule qui est produite en petite quantité dans la plante. Elle est produite en particulier à la surface des feuilles. Vous avez ce qu'on appelle des trichomes, ce sont des amas de cellules qui font des petites glandes à la surface de la cellule et qui sécrètent et qui produisent à l'intérieur, le principe actif qui est l'artémisinine. Donc là, de la même manière, les chercheurs ont récupéré ces cellules et ont produit des cultures cellulaires d'artémisinine et
là, il y a eu plusieurs essais qui ont été faits. On a pu montrer que des cellules végétales étaient capables de produire la molécule. Sauf que, contrairement au taxol, les rendements de production sont extrêmement faibles, y compris dans les cultures cellulaires. Donc c'est pas rentable. C'est pas rentable et c'est pas transférable à une échelle industrielle. Donc là, après, il y a tout un travail éventuellement à faire pour améliorer. Et jusqu'à présent, en tout cas, les cultures cellulaires d'artémisinène, dans le principe, elles sont capables de le faire, mais dans la réalité, c'est pas transférable à l'échelle industrielle, comme dans le cas du taxol. Et puis en plus, on s'aperçoit qu'il y a des demandes croissantes et une production qui ne suit plus du tout la demande manuelle. Alors, juste pour plaisir, le dernier exemple, le cas de Catharanthus rosus, la branche de Madagascar, elle produit dans ses feuilles les deux fameuses molécules dont on a parlé, la vinblastine et la vincristine. Et vous voyez ici le rapport. Pour avoir 100 kg, ce qui peut sembler énorme, hein, mais ce n'est même pas la totalité des besoins annuels pour de ces molécules à l'échelle mondiale. Il faut jusqu'à 50 000 tonnes de feuilles, voire plus encore. Donc pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas possible d'extraire directement ça des plantes. En fait, ce qu'on va extraire des plantes, c'est des précurseurs qui sont en plus grande quantité. On fait une mini-synthèse chimique derrière pour produire la molécule. Donc voilà ce qui se passe aussi pour la Catharanthus. Ça, c'est ce qu'on a fait nous au labo depuis 30 ans. On a aussi fait des cultures cellulaires de Catharanthus, à partir des différents tissus qui sont producteurs de la molécule d'intérêt. Et en fait, quel que soit tout ce qu'on a pu faire dessus, eh bien, nous, et puis avec des collaborateurs internationaux, on arrive à produire certains de ces alcaloïdes, notamment des précurseurs, mais en tout cas pas le produit final qui nous intéresse. Donc à ce jour, il n'existe aucune culture cellulaire de Catharanthus qui est capable de produire les anticancéreux dont je vous ai parlé. Bon, mais on n'a pas baissé les bras. On s'est dit il y a d'autres moyens. Et l'autre moyen, c'est qu'on va s'affranchir de la cellule et on va essayer de voir si on peut faire des usines cellulaires à partir de levures. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les échecs qu'on a eus à faire fonctionner les choses dans les cellules nous ont amené à faire des études très fondamentales sur les voies de biosynthèse de ces fameuses molécules. Donc aujourd'hui, on a une connaissance qui grandit de jour en jour sur le mécanisme biologique naturel, biochimique naturel, qui permet la production de ces molécules dans la cellule. Donc on connaît les enzymes, et aujourd'hui on a les moyens d'aller chercher les gènes qui codent pour ces enzymes. Donc on va commencer à jouer les apprentis sorciers en disant si ces gènes-là on les connaît, qu'on les intègre dans le génome de la cellule cible, en l'occurrence on va nous travailler beaucoup sur les levures, d'accord, Saccharomyces cerevisiae. Attention, c'est pas ça qu'on va utiliser pour faire la bière après, ça va. Elle va rester dans des biofermenteurs pour essayer de produire les molécules qui nous intéressent. Et donc c'est en gros ce qui se passe, donc ça c'est le principe. On a la plante de départ, on identifie l'intégralité, parce que là c'est pas approximatif, il faut que ce soit très précis. L'intégralité des gènes qui vont coder, il me reste combien de temps 5. L'intégralité des gènes qui codent pour tout ça, d'accord. Et ensuite, on va les transférer dans la levure. Donc ça, c'est le principe. Dans le taxol, je vais parler de l'artémisinine. Dans le principe, par exemple, ça a été fait avec l'artémisinine. Là, il y a 15 gènes, 15, c'est énorme, d'accord, qui ont été transférés dans les levures pour former non pas l'artémisinine elle-même, mais un précurseur qu'on appelle l'acide artémisinique, que l'on peut purifier, et ensuite, par voie chimique à l'extérieur, notamment en glycotolyse, on est capable de produire ensuite l'artémisinine. Donc ça, c'est un mécanisme qui a été mis en évidence, établi dans les années 2000. Il y a eu Sanofi qui a monté une entreprise pour produire par ce biais-là la molécule, mais depuis, elle a arrêté parce que finalement, pour l'instant, ça revient quand même moins cher d'aller cultiver de l'artémisien que de les produire. Mais en gros, tout est prêt au cas où il y a un besoin plus important pour le faire. Et je vais vous parler juste de la pervenche de Madagascar. 2 minutes. Allez, j'arrête. Ça c'est ce qu'on fait nous au laboratoire. Où là, l'idée c'est la même chose, c'est qu'on a aujourd'hui connaissance des voies de biosynthèse qui produisent. Pour produire la vinblastine, par exemple, c'est 40 étapes, 45 étapes enzymatiques. C'est une des voies de biosynthèse les plus longues et les plus complexes. À ce jour, on a quand même 25 années derrière de travail sur la voie de biosynthèse, on a identifié tous les gènes.
Donc c'est la raison pour laquelle on peut commencer à développer des approches dites de bio-ingénierie végétale de ce type. Donc le projet qu'on a mené nous au laboratoire, c'est de se dire, on ne va pas essayer d'aller produire tout de suite le produit final, mais c'est essayer de produire les deux précurseurs en grande quantité, et ensuite on fera l'hémisynthèse de façon chimique. Donc on a deux projets, production de vanilline et production de calarantie. On passe tout un ensemble de détails, mais l'idée ça a été d'aller insérer un certain nombre de gènes à l'intérieur du génome de levure, de les faire s'exprimer, c'est ce que je vais vous présenter, et de fournir ensuite à cette levure un précurseur et regarder la conversion. Ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que le précurseur en bleu, dès que vous lui donnez, il est directement assimilé par les levures, et puis progressivement, sur les jours qui viennent, on voit apparaître le produit final qui nous intéresse. Donc on a fait une preuve de concept qui marche très très bien, sauf que les rendements n'étaient pas suffisants. Et là, ce que l'on fait depuis, c'est là où on joue au Lego, c'est qu'on modifie ces châssis, on va dire, cellulaires, en multipliant le nombre de copies de gènes, en changeant tout un ensemble de caractéristiques de croissance pour arriver à des productions aujourd'hui qui sont des productions qui n'ont jamais été en tout cas égalées jusqu'à présent, de plusieurs centaines de milligrammes par litre. Et ça, c'est transférable à l'industrie. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur un des précurseurs. On a fait exactement la même chose sur le deuxième. Donc là, je vais expliquer tout ça. Où là, simplement, c'est pas 7 gènes qu'on a introduits, mais c'est 12 gènes, plus des gènes qui codent pour des récepteurs qui permettent la pénétration dans les cellules et bien des précurseurs, parce qu'il faut que ça rentre. Pour être transformé, il faut que les précurseurs y rentrent. Et donc là, en gros, on est dans une preuve de concept qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, toutes ces cellules sont cultivées non plus à l'échelle du laboratoire, elles sont cultivées déjà dans de petits bioréacteurs avec probablement une montée en échelle importante. Pas arriver, je l'espère, d'ici quelques temps, et là on va compter en peu d'années, la production à des échelles de plus de 1000 litres par bioréacteur, d'accord, de cellules qui vont être capables de produire ces deux précurseurs. Donc ça c'est dans les tuyaux, et ça fonctionne. Et juste pour l'élément du système, on est intégré dans un projet européen dont l'objectif c'était de faire une preuve de concept de la capacité d'une cellule de levure à produire la vinblastine, mais non pas à partir de précurseurs type vin d'olive ou calarantie qu'on a donné, mais à partir de sucre. C'est-à-dire l'idée c'est de reconstruire la voie de biosynthèse, vous la voyez, elle est compliquée, des 40 étapes, à l'intérieur de la cellule. Là on est assez content parce que finalement, c'est un papier qui est sorti l'année dernière dans une des revues les plus prestigieuses, qui s'appelle Nature. Eh bien, ça marche. 4 ans de travail, intégration de plus de 30 gènes, d'accord. Et aujourd'hui, on a des souches de levure qui produisent la vanilline et la catarantine. La dernière étape qui permet la production de vinblastine est en cours d'optimisation. L'idée d'avoir des levures à qui on ne donnera que du glucose et qui pourront produire l'anticancéreux, elle est là, elle est aux portes de la possibilité. Donc là, ce sont des exemples qui sont aujourd'hui très avancés et qui sont, je pense, l'avenir pour un certain nombre de productions de molécules complexes qu'on ne peut plus envisager uniquement par le biais de l'extraction à partir de l'alimentation. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et dernière parenthèse, la conférence a été filmée, donc normalement dans une semaine vous pouvez retrouver la conférence sur le site des salons de Choiseul.